Merci d'être toujours aussi nombreux pour cette conversation que je vais essayer, même pas jouer le monsieur loyal, être simplement un trait d'union entre Kenizé Mourad et Bertrand Badi. Kenizé Mourad est journaliste pendant longtemps, notamment au Nouvel Observateur, où elle a couvert beaucoup de conflits et de régions du monde, mais surtout aujourd'hui une très grande romancière dont l'univers personnel fait lien entre toutes sortes de mondes, la Turquie, mais aussi l'Inde, et aussi la France, et aussi tous les univers qu'elle a traversés et qu'elle a connus. Vous le verrez en l'entendant tout à l'heure. Son dernier livre, Au pays des purs, qu'elle a apporté, qui est là, et le pays des purs, c'est le Pakistan, qui est paru donc aux éditions Fayard. Bertrand Badi, qui est un fidèle des rencontres Orient-Occident, que je suis ravi, je l'ai croisé à Mediapart, dans les colonnes de Mediapart, mais je suis ravi de le retrouver puisque je me suis rappelé que nous nous étions croisés dans nos parcours il y a bientôt pas loin d'un demi-siècle. Plus. Plus. À peine plus. Donc Bertrand Badi n'aime pas qu'on le mette du côté de la géopolitique. C'est un terme qu'il déconstruit. Bon, disons que son terrain, ce sont les relations internationales et qu'il est de façon universitaire, on dirait politiste. Bon, notamment donc à Sciences Po, à l'Institut d'études politiques à Paris, en dehors de son œuvre personnelle, par rapport aux propos de ces rencontres, il co-dirige avec Dominique Vidal L'État du monde à la découverte, qui est un travail de référence qui paraît chaque année et qui nous permet de mieux saisir ce qui pourrait nous échapper. Et son dernier livre, et là aussi on va être au cœur de notre conversation, s'intitule « Quand le Sud réinvente le monde ». Donc, moi, je vais juste dire un petit mot d'introduction avant de laisser la parole successivement à Bertrand et ensuite à Kenizé. La question qui nous est posée, berceau ou tombeau, pour un futur nouveau, pour une refondation, pour une invention nouvelle, c'est une question qu'en tant que journaliste, ce n'est pas que je la refuserais, c'est que je sortirais une façon de m'abstenir, parce que j'ai l'habitude de dire que les journalistes doivent être interdits de futur, qu'ils ne doivent surtout pas prétendre prédire l'avenir. Parce que s'ils prétendent prédire l'avenir, ils risquent de ne pas voir l'événement, l'inattendu. Qui aurait dit, y compris dans leur cheminement, la cascade d'ébranlements, de révolutions, de fait, qui ont eu lieu, et de contre-révolutions, qui ont eu lieu depuis 8 ans autour de la Méditerranée, c'est-à-dire depuis le début tunisien en 2011. Un article faisait le point récemment sur Mediapart. La Tunisie, l'Égypte, la Libye, le Yémen, Bahreïn et la Syrie. Et évidemment, avec, hélas, beaucoup de backlash, de retour en arrière depuis. Et en même temps, aujourd'hui, pendant ces révolutions, il y avait un pays qui ne bougeait pas, qui s'appelait l'Algérie, parce qu'il avait déjà beaucoup donné, y compris dans son propre sacrifice pour son indépendance, mais surtout dans la décennie noire. Et aujourd'hui, on a l'événement totalement inattendu du peuple algérien et de sa mobilisation pacifique, qui continue et qui réussit encore à s'imposer pour l'instant. Et puis, évidemment, la mobilisation de la population elle-même au Soudan, avec une transition qui est pleine d'inconnus. Alors, je dis ça parce que, au fond, moi, j'aurais envie de placer notre conversation autour d'une phrase de Camus, d'Albert Camus, donc, que j'aime emmener comme un talisman. Il y avait des rencontres autour d'Albert Camus qui sont organisées, c'est intéressant, par l'Espagne, à Minorque, la ville où est née sa grand-mère maternelle, et la mère de Camus
un personnage décisif. Et vous savez, Camus, quand il écrit « Retour à Tipaza », ville que j'ai bien connue, ayant passé ma jeunesse en Algérie, ville à Tipaza, Retour à Tipaza, il dit à un moment que c'est au début des années 50, c'était un Camus très isolé dans toutes les polémiques politiques du moment, etc. Et il dit, c'est ici que j'ai compris, au creux de l'hiver, qu'il y avait en moi un été invincible. Et pour moi, la Méditerranée, quels que soient ses drames, quelles que soient ses régressions ou ses espoirs déçus, en même temps est le lieu de cet été invincible. Pas seulement au sens météorologique, au sens d'une vitalité essentielle qui permet de rebondir, qui permet de recréer, qui permet d'inventer. Et je pense à cela, on en parlait un peu en préparant cette rencontre, autour de la Méditerranée, et dans l'histoire longue de la Méditerranée, il y a évidemment la Palestine. Et nous avons un bon ami qui était présent aux rencontres Orient-Occident l'an dernier, Elias Sambar, qui est à la fois lui-même écrivain, traducteur de Mahmoud Darwish, donc poète, puisqu'il traduit un autre poète dans une autre langue, et ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO. Et quand on prend la longue durée de l'injustice faite au peuple palestinien, en même temps, vous rencontrez Elias Sambar, vous avez quelqu'un qui, quand il raconte des histoires, parce que c'est un raconteur, comme on serait posé autour dans un café, au soleil ou à l'ombre pour fuir le soleil, et il raconte, et il a une caractéristique, c'est quand il commence à raconter une histoire, il en rit avant même de la raconter. Et en clair, il a l'humour du désespoir. Il a cette vitalité qui est, bien sûr, il a toutes les raisons d'être désespéré par rapport à une vie qui a été saisie par cette cause, alors qu'elle aurait pu être une vie d'écrivain, une vie de romancier, une vie de plein d'autres choses. Il a été saisi par une cause nationale, une cause de principe, parce qu'au fond, lui, il ne souhaite pas revenir vivre à Haïfa, dont il a été chassé alors qu'il avait 1 an. Il a une maison dans les Pyrénées, il a aussi la nationalité française, donc il a été pris dans cette cause, et il était lui-même d'ailleurs à cette rencontre Albert Camus dont je parlais, et en même temps il a donc cette vitalité d'un humour, cet humour du désespoir, et pour moi la Méditerranée c'est cela. Au-delà de ce que l'on va se dire plus concrètement et politiquement sur sa situation actuelle. Enfin, dernier mot que je voulais jeter comme cela, c'est pour éviter la déploration, parce que je trouve que notre continent, et y compris quand il regarde les autres, qui ont cette vitalité, et on le voit même quand on voit, par exemple, l'année dernière, j'ai été beaucoup en Afrique subsaharienne, j'ai été au Mali, à Bamako, j'ai été au Burkina, j'ai été en Guinée, etc. Et on voit toute région que Bertrand Badi traite et connaît parfaitement. Je suis frappé comment dans notre monde interconnecté, là où nous lamentons, où nous nous sommes saisis par la peur des violences, par la peur des inquiétudes, il y a, malgré tout d'immenses problèmes, eh bien, qu'est-ce qui nous saute à la figure? C'est la vitalité, c'est le dynamisme, c'est la curiosité, c'est l'envie de bouger, c'est l'envie de connaître. Et donc, pour éviter ce sentiment de déploration, de regret, de tristesse, qui est un sentiment paralysant, qui empêche d'agir. L'été invincible dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi cette idée de l'action. On s'engage et puis on voit, disait le jeune Bonaparte. Eh bien, je voudrais juste rappeler que, en même temps, les civilisations sont mortelles. Voilà. Et que la Méditerranée nous l'a appris il y a très longtemps. Je montrais un livre qui traduit de l'américain il y a de ça 2 ans, qui est un historien, s'appelle Klein, et qui a étudié l'effondrement de la civilisation de l'âge du bronze. Ça se passait au XIIe siècle avant Jésus-Christ.
Ça concerne une région c'était Chypre, l'Anatolie, la Palestine, l'Égypte. Il n'y avait pas encore toute la Grèce antique de la même manière. C'était déjà un monde interconnecté, on le sait par l'archéologie sous-marine. Et à un moment, ce monde, il a connu une grande sécheresse, des bouleversements climatiques, des mouvements de population, des migrations, des pouvoirs aveugles sur leur durée et qui ne pensaient pas à préparer l'avenir. Et du coup, cette civilisation s'est effondrée. Alors, en avoir conscience, ce n'est pas pour s'alarmer, c'est simplement pour essayer d'éviter des effondrements catastrophiques. Donc voilà, tombeau, berceau, en même temps décès, renaissance. Le phénix, Arafat, c'est une des blagues que raconte Elias Sambar. Il raconte une histoire où Arafat reçoit des journalistes, c'est un grand bluffeur Arafat, et il y avait un petit dessin fait par un enfant palestinien d'un oiseau. Et il recevait, je crois que c'était des journalistes du nord de l'Europe, et il leur disait, vous savez, c'est le phénix, c'est un oiseau palestinien, le phénix, qui renaît de ses cendres, c'est un oiseau palestinien. Donc, chute, renaissance, voilà. Nous allons écouter sur ce thème Bertrand Badi, puis Kénizé Mourad. À vous. Merci, cher Président. Vous m'avez très justement présenté comme étant l'ennemi personnel de la géopolitique, donc je vais reprendre la balle au bond pour expliquer mon approche du sujet, pas facile, que Kénizé et moi avons tiré. C'est un sujet difficile, donc votre indulgence nous sera fort utile. Et effectivement, cette hostilité que j'ai à l'égard de la géopolitique, c'est que figurez-vous que dans géopolitique, il y a géo et politique. Et deux éléments qui font faire fausse route pour la découverte du monde d'aujourd'hui. D'abord parce que notre monde n'est plus géographique, dans la mesure où la distance, qui était la base même du politique, la territorialité, qui était même le principe juridique et philosophique de l'ordre politique, se trouve totalement dépassée par la virtualité, par la communication, par l'interdépendance, par les échanges de toute nature. Ça, c'est quelque chose de très important. Et parce que le politique n'a plus la maîtrise des horloges, la formule est très à la mode en ce moment, la maîtrise des horloges mondiales, et que se mêlent géopolitique, géoéconomique, géoculture, géosocial et tout un tas de néologismes qu'il faut mieux éviter. Donc essayons de nous libérer de tout cela, et effectivement, quand j'ai tiré ce sujet, je me suis dit, mais la Méditerranée, pourquoi ce serait un objet unifié et en soi porteur de sens du point de vue de l'analyse politique? Et je me suis dit, géographiquement, ça ne peut pas marcher, car la géographie n'a plus de rationalité pertinente pour interpréter le monde. En revanche, historiquement, il y a un sens. Et c'est plus de la géohistoire ou de l'histoire tout court des relations internationales qui nous confronte à une réalité très forte et je dirais qui est de l'ordre de l'exception dans l'aventure humaine, qui est d'une part une concentration, plus qu'une concentration, un nœud entre différentes cultures, judaïsme, christianisme, islam, mais pas seulement d'un certain point de vue. Il y a un autre nœud un peu plus loin, autour de l'Afghanistan, où bouddhisme, christianisme et islam se sont rencontrés en un temps. L'Afghanistan est resté dans l'histoire une zone sensible de notre espace mondial. Mais là, effectivement, cette concentration, cette proximité, plus que de la proximité, de la véritable superposition. La seule ville de Jérusalem étant là pour montrer, même si Jérusalem ne borde pas la Méditerranée, pour montrer à quel point cette rencontre est une rencontre concentrée, profondément concentrée. Et en même temps, autre formule à la mode, et en même temps, cet espace méditerranéen se caractérise comme étant le record absolu de concentration et de rencontre de structures impériales. L'Empire romain, on pourrait même remonter avant l'Empire égyptien, l'Empire romain, son successeur, l'Empire byzantin, les empires musulmans, omeyyades, abbassides, ottomans,
l'Empire russe, qui n'a rêvé que de mer chaude, comme disait Madame Carrère d'Ancos, les empires coloniaux, britanniques et français, qui est considéré du côté britannique que la Méditerranée devenait un lac intérieur, et puis ces empires qui ne sont pas très loin et qui ont toujours eu un regard intéressé sur la Méditerranée, l'Empire austro-hongrois, l'Empire perse, je ne peux pas ne pas le mentionner, et donc tout ceci, cette concentration est effectivement une exception de l'histoire, à une telle intensité, avec une telle force, une telle je dirais, puissance de superposition, le résultat ne pouvait en aucun cas être banal. Et derrière ça, je pense avoir trouvé la raison du sujet. Vous savez, quand on tire un sujet, il faut toujours se demander ce que l'examinateur attend. Le reste, ça n'a pas d'importance. Et je crois que là, l'examinateur attendait ce point qui, effectivement, me paraît capital et crucial, autour duquel mon intervention va tourner, qui est de dire, dans cette rencontre très politique, dans cette compétition très politique et en même temps très conflictuelle, le drame, c'est que le sens a été de façon permanente pris en otage. C'est-à-dire, dans cette confrontation qui est d'abord politique, ne rêvons pas, dans cette compétition hautement politique, l'un des instruments les plus utilisés pour le malheur de tous, c'est d'avoir fait du sens de l'autre, de la culture de l'autre, un objet de stigmatisation destiné à l'abattre. Et effectivement, je pense que si nous regardons notre monde d'aujourd'hui, rien n'est pire. Il n'y a pas, comme dirait Maître Durkheim, de pathologie plus profonde que celle qui consiste de la part d'un acteur politique de prendre en otage et de manipuler le sens de l'autre pour pouvoir faire triompher la pureté supposée de son propre sens. Et nous en sommes là. C'est-à-dire, non seulement nous stigmatisons l'autre, nous stigmatisons donc la culture de l'autre, nous simplifions la culture de l'autre, nous la simplifions de manière à ce que les traits que nous faisons paraître viennent flatter notre propre vision du monde, de manière à reconstituer un système international hiérarchique. Et ça, effectivement, c'est le drame méditerranéen. Et c'est peut-être autour de ça que je voudrais disserter, puisque c'est ce qu'on m'a demandé, sachant que ce que je voudrais dire par là n'est pas huntingtonien, gros mot célèbre de notre discipline, mais anti-huntingtonien. Je m'explique. Huntington, c'est un monsieur qui a écrit ce livre déplorable qui s'appelle « Le clash des civilisations ». Et dans cet ouvrage, Huntington développe cette théorie qui fait frissonner de la frontière sanglante des cultures, notamment entre islam et christianisme, montrant l'inéluctabilité du choc des cultures. Ce que je voudrais montrer, c'est exactement le contraire. C'est que ces pauvres cultures, on n'a rien à leur reprocher, elles sont ce qu'elles sont, mais qu'en revanche, la manipulation politique qu'on en fait conduit à cette confrontation, c'est bien qu'Huntington, qui n'a rien compris au film, se frotte les mains en disant « je vous l'avais bien dit, il se tape dessus ». Ben oui, il se tape dessus parce qu'on manipule le sens de l'autre, et quelquefois aussi son propre sens, parce que simplifier sa culture de manière à l'idéaliser, c'est une recette bien connue, mais en même temps bien médiocre. Mais tout ceci s'éclaire par un point que je voudrais livrer à la discussion, au débat, qui est que l'autre propriété de la Méditerranée, c'est que c'est l'une des rares, peut-être le seul, mais si je dis le seul, je vais me faire casser la figure, c'est l'une des rares frontières directes qui séparent le nord du sud. Réfléchissez-y. En Asie, la frontière nord-sud est quasiment invisible. Ou alors, il faudrait aller la chercher le long d'une éventuelle Sibérie, et avec, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, la Sibérie. Si vous prenez, alors, il y a une autre frontière nord-sud, qui est le Mexique de M. Trump, où on voit effectivement cette frontière à peine visible séparant le nord du sud prendre depuis quelques jours un relief tellement important que la RTS m'a demandé de m'expliquer dessus hier soir. Et
je pense que c'est un beau sujet pour nos amis de Mediapart, que d'essayer de retrouver ces frontières nord-sud. Où ont-elles une existence réelle? Où ont-elles cette force existentielle? Incontestablement, d'abord, et pour 90% du sujet, en Méditerranée. C'est-à-dire que l'autre drame de la Méditerranée, c'est que c'est une frontière à vif, une frontière à nu, qui sépare le nord et le sud. Alors, qu'est-ce que cela implique du point de vue des dynamiques sociopolitiques? Ça implique 3 choses, puis après j'aurai fini. Quand je serai arrivé à la 3e, vous saurez que c'est presque la fin. Ça implique d'abord que la Méditerranée nous donne la vraie mesure des inégalités mondiales. Alors j'ai quelques chiffres, parce que sans chiffres, ça paraît pas sérieux. Je vais vous les livrer. Si nous prenons comme critère le PIB par habitant, le produit intérieur brut par habitant, en France, nous en sommes à 43 500, à peu près. Libye, 9 700. Maroc, 8 600. Et la Syrie, en 2010, puisque depuis, il n'y a plus de chiffres, 6 300. C'est-à-dire que là, la fracture, elle est réelle. C'est-à-dire, elle est entre la France et la Syrie de 1 à 7. Belle chose à méditer, qui renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la migration. Quand on tombe dans la mauvaise case, celle à 6300, est-ce que c'est totalement absurde de vouloir passer dans la case à 43 500 ? Et avec la visibilité accélérée des choses, c'est un calcul et un raisonnement qui sera de plus en plus courant. Donc, ce qui m'intéresse dans cette histoire méditerranéenne, c'est effectivement de livrer en direct les effets, les doubles effets de domination et d'humiliation qui dérivent de cette opposition. Il y a peu de lieux dans l'espace mondial où le choc à si courte distance est aussi fort entre des inégalités aussi prononcées. Et effectivement, que le PIB du Malawi soit parmi les derniers n'a probablement aucun effet direct sur les relations internationales, alors que, pas besoin de vous faire un dessin, la tension entre le PIB de certains des États du Moyen-Orient et de l'Europe du Sud ne peut que frapper. Le deuxième élément, c'est que la Méditerranée est, et restera probablement encore un bon moment, la mise à l'épreuve permanente des hégémonies. Alors, petite page de pub. Je vais sortir l'automne prochain un livre où j'explique que l'hégémonie n'a existé que comme contestation et non comme accomplissement. Et la Méditerranée nous offre une histoire accélérée de cette permanente contestation de l'hégémonie. Il y a une concentration dans cet espace qui, géographiquement, spatialement, n'est pas très vaste, de contestations hégémoniques qui, véritablement, ont fait l'histoire. Alors, allons-y. Ce qui est intéressant, c'est que cette contestation a toujours été plurale, c'est-à-dire en même temps une contestation du dominant sur le plan international, de la puissance coloniale ou postcoloniale, et aussi des pouvoirs locaux plus ou moins soupçonnés d'être les collaborateurs de cette puissance dominante. Cette alliance est quelque chose d'extraordinairement fort. La Méditerranée nous invite à toute une série de spectacles politiques qui combinent la contestation de l'hégémonie internationale avec celle des hégémonies locales, en d'autres termes les collabos. Quelque sorte. Alors ça commence, c'est très intéressant, par la Nahda, la renaissance arabe, la renaissance arabo-musulmane, d'ailleurs s'appuyant en même temps sur l'arabité et sur l'islam, et qui se développe en 2 points stratégiques de la Méditerranée, en Égypte d'abord, au Liban ensuite, et ces 2 points sont en même temps contestation de l'influence occidentale exagérée et de l'incapacité des pouvoirs locaux, et notamment en Égypte du pouvoir kédival, de pouvoir tenir tête à cette pression occidentale. Alors il y a tout un tas, bien sûr, d'événements intellectuels, mais aussi d'événements politiques, notamment
l'épisode Ourabi Pacha, qui est un point tout à fait intéressant de cette double contestation. Après, il y a le traité de Sèvres, mais ça, j'ose pas trop en parler devant vous, cher Kénizé. Non, vous allez sûrement trouver une erreur dans ce que je vais dire. Mais le traité de Sèvres, c'est encore une fois une double contestation du pouvoir mondial, celui qui s'animait à la paix de Versailles en 1919, et du pouvoir califal et sultanique, incapable de défendre la nation turque que l'on va réveiller à partir de cette double orientation de la contestation. Et puis, toutes ces résistances, vous savez, c'est extraordinaire, l'historiographie occidentale a réussi à occulter totalement les faits de résistance anticoloniale, alors que ces résistances sont extraordinairement nombreuses. Mais si nous prenons le seul XXe siècle, ce qui s'est passé dans le Rif et la bataille d'Awal, perdue par les Espagnols, gagnée par Abdelkrim, c'est aussi cette double contestation d'un pouvoir international et d'un pouvoir local qui se satisfait de cette position, alors coloniale dans le cas espagnol, protectorat dans le cas du Maroc français, etc. Omar el-Mortar en Libye, et cette incroyable résistance opposée à la puissance coloniale italienne, bien entendu, aussi ces deux mouvements majeurs que sont la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance algérienne, bien sûr, et qui est emblématique, parce que dans la guerre d'indépendance algérienne, une guérilla faible a vaincu la puissance réputée forte. Et aussi la Palestine, dont vous parliez il y a un instant, et qui est emblématique de ce double niveau de contestation, c'est-à-dire victime d'un ordre, triple niveau, victime d'un ordre mondial qui a décrété en quelque sorte l'impasse palestinienne, depuis Balfour et jusqu'à la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, de la domination israélienne suite à l'indépendance et de la lâcheté ou de l'indifférence croissante des régimes arabes autour. Donc, il y a une histoire permanente et mêlante de cette contestation de l'hégémonie. Et la question que je me pose, c'est le troisième point, c'est presque fini. La question que je me pose, c'est si cette tradition d'articulation entre une contestation mondiale et une de l'ordre mondial et de l'ordre local, l'association des deux ne trouve pas son prolongement banal à travers ce que vous rappeliez tout à l'heure et dont le printemps arabe est l'expression groupée. C'est-à-dire que ce qui est tout à fait intéressant dans cette nouvelle vague d'explosion révolutionnaire, c'est qu'elle avait pour principal ennemi celui qu'on n'osait jamais dénoncer, c'est-à-dire l'irrespect, c'est-à-dire la négation de karamat, c'est-à-dire de la dignité de l'homme, c'est-à-dire cette collusion entre un ordre mondial défavorable et les despotes locaux. L'histoire continue, elle ne change pas. Autrefois, le collabo, c'était les chefferies traditionnelles ou les autorités traditionnelles. Aujourd'hui, le pouvoir local collaborateur, ce sont les dictatures qui sont solidaires dans leur existence de cet ordre mondial raté. Parce que, pourquoi y a-t-il des dictatures en Afrique du Nord et au Moyen-Orient? Non pas parce que ces gens sont naturellement autoritaires et portés au despotisme, ça, même de son temps, Montesquieu n'aurait pas osé le dire, mais c'est pour une raison beaucoup plus fine, c'est que dans une décolonisation ratée, ces nouveaux princes ont eu pour héritage des institutions qui n'avaient pas un sou de légitimité et qui n'étaient pas issues du peuple. Et donc, le peuple n'est jamais entré dans ces institutions, donc voilà les nouveaux acteurs locaux. Ainsi, je ne reprendrai pas l'énumération que vous avez très bien faite, mais 3 remarques pour terminer. Première remarque, effectivement, ceci nous montre quelque chose d'entièrement nouveau dans l'histoire mondiale,
qui est la société contre le politique. Entièrement nouveau parce que la société n'a jamais été, dans les grandes révolutions, d'un bloc. Au contraire, c'était dans le clivage marxien des sociétés que se trouvait le ferment de la révolution. Là, c'est tout un peuple. J'entendais un journaliste algérien qui disait « Mais si on fait le décompte des manifs qui ont eu lieu certains vendredis, finalement, il n'y avait pas d'Algériens qui restaient chez eux. » Cette espèce d'unanimisme qu'on retrouve d'un certain point de vue, j'ai un très bon collègue et ami, professeur à l'université de Khartoum, qui m'envoie tout un tas de mails où il m'explique des choses tout à fait extraordinaires. Tous les Soudanais sont effectivement dans la rue. Cette espèce de totalité sociale a du coup pour cible, non pas l'autre classe sociale, mais le pouvoir politique. Ça, c'est une invention, une dualité ultra simplifiée qui n'a pas son pareil. Je me demande, cher Kénizé, si la Turquie n'est pas aussi sur cette pente. Alors évidemment, M. Erdogan a encore une base électorale, mais on voit de plus en plus cette société sortir de cet ordre politique qu'elle abhorre et qu'elle craint en même temps. Deuxième élément, et ça qui est à méditer, parce que ça ne nous remonte pas le moral, le premier était plutôt sympa, c'est les nouvelles Bastilles. C'est-à-dire que je vois dans ces sociétés méditerranéennes des Bastilles se reconstituer. Alors ces Bastilles, de qui s'agit-il ? L'armée. L'armée est cette force substitutive de l'État. Ces sociétés n'ont jamais eu d'État. Et comme elles n'ont pas d'État, elles n'ont que des appareils d'État. Comme ces dentiers d'occasion. Ah, l'image est un peu... Ouais, mais enfin, quand même, samedi après-midi, on peut peut-être... et effectivement, l'armée se substitue à tout. Titulaire du pouvoir politique, titulaire du pouvoir économique, titulaire du pouvoir social, titulaire de l'information, tout. Et cette accumulation qui a fabriqué ce maréchal d'opérette qui est maintenant président autoproclamé de l'Égypte, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, eh bien, cette armée, à elle seule, confisque et incarne ce politique avec de formidables moyens répressifs. Et ça, c'est un phénomène que l'on retrouve dans beaucoup d'autres pays. J'espère que dans le cas algérien et soudanais, où ces Bastilles existent, l'évolution ne sera pas aussi catégorique que dans le cas égyptien. Quand ce n'est pas l'armée, c'est la police, ça c'est le cas tunisien, où la police a été la Bastille, en quelque sorte, du politique en Tunisie, ou alors le clan. Et ça, on n'étudie pas suffisamment les effets de clan. Le clan Assad, en Égypte, est vraiment en situation d'appropriation monopolistique. En Syrie. J'ai dit en quoi ? En Égypte, en Syrie. Mais c'est mon obsession siciliesque. Rectifier, il s'agit bien effectivement de la Syrie. Puis c'était pour voir aussi si vous suiviez. Oui, je suis. La dernière interrogation, c'est... moi, c'est mon obsession depuis un certain temps. Ces sociétés qui se mobilisent et qui se révoltent ont-elles le transformateur ? Parce que si c'est la société d'un côté et le politique de l'autre, ça peut être une histoire éternelle. D'ailleurs, le grand problème pour les mouvements sociaux, c'est pas d'être, c'est même pas de gagner. Le grand problème pour les mouvements sociaux, c'est d'avoir le transformateur qui les impose comme force politique de substitution. C'est finalement, dans le cas de la Révolution française, ce qu'a fait le XVIIIe siècle, en préparant à travers les clubs, les salons, le théâtre, une pensée et un lieu politique de substitution. Il n'y a pas de transformation. Et c'est la raison pour laquelle les peuples sont régulièrement défaits dans cette région du monde. Alors, puisqu'il faut, c'est la consigne dans la maison, terminer sur une note optimiste, ou en tous les cas projective, il y a deux façons de sortir de ces contradictions. La première, c'est l'haltérophilie, pas celle à laquelle vous pensez, mais c'est-à-dire réintroduire l'altérité. La Méditerranée, qui a trop d'altérité face à elle, ferme les yeux devant celle-ci, et c'est cela qui nous installe dans le cercle vicieux que j'ai essayé de décrire devant vous. Le deuxième élément,
c'est l'invention d'une nouvelle utopie. La Méditerranée, ça a été le lieu de naissance des utopies, des grandes utopies, des utopies fécondes, celles qui, depuis Homère jusqu'à nos jours, viennent en quelque sorte rafraîchir le politique. Ces utopies ont été bafouées, asphyxiées, étouffées, étranglées, réprimées, et donc il n'y a plus comme utopie que l'utopie régressive, c'est-à-dire le retour à l'âge d'or. Et ça, effectivement, c'est peut-être la principale des paralysies. Alors allez-y, fabriquez-en de nouvelles. Je vous remercie. En écoutant Bertrand Badi et passons de passer de témoin à Kénizé Morad, je pensais par rapport à ces deux mots, tombeau et berceau, je pensais, puisqu'il terminait sur les mouvements des peuples, tombeau évidemment dans le choix, un tombeau réel, le plus grand cimetière marin du monde de notre modernité, c'est évidemment la Méditerranée par notre propre attitude et notre propre le rejet de toute logique d'hospitalité à partir du moment où on a mis fin, et c'est intéressant, à Mare Nostrum. C'était la première réaction faite par l'Italie, notre mer commune. Et puis l'Europe a dit à l'Italie, vous arrêtez. Et l'Europe a remplacé ça par Frontex. Et puisqu'on parle de frontières, la frontière, elle est là, elle est dans la mer, et à tel point que, y compris dans la sous-traitance, puisque les frontières ont amené à dire il faut des gardes frontières, et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des pays sûrs, soi-disant, c'est-à-dire qu'on n'accueille plus, mais on demande aux pays de faire le boulot. Kénizé va probablement nous en parler, puisqu'elle connaît évidemment mieux que nous tous la Turquie. La Libye, pays sûr. Voilà, ça a commencé par la Turquie, et du coup ça a accompagné le cours autoritaire d'Erdogan. On lui donne de l'argent, il bloque, et il se sent à la fois méprisé par l'Europe, et en même temps l'Europe a besoin de lui, et pour bloquer. Et c'est comme les liquides, à partir du moment où c'est bloqué là, ça descend par là-bas, et ça remontait côté libyen, et du coup, pays sûr, la Libye, dans laquelle nous avons les responsabilités que vous connaissez. Mais quand je parlais de la frontière, le tracé a été modifié pour augmenter l'espace des gardes-côtes libyens, lesquels gardes-côtes auxquels on vend des bateaux, vous savez, pour qu'ils fassent ce travail. Et tous les gens, mais je pense qu'SOS Méditerranée vous en a parlé, disent quand il y a un sauvetage et qu'il y a d'abord une crainte, certains sautent à l'eau parce qu'ils se disent, est-ce que ce ne sont pas des gardes-côtes libyens qui viennent nous sauver, parce que plutôt mourir que de retourner en Libye, où il y a tout ce que vous connaissez en termes de trafic, de violence et tout. Alors, pourquoi je voulais juste dire ça en résonance ? C'est-à-dire, tombeau, les migrants, et en même temps, on a fait un reportage à Mediapart depuis qu'il y a le soulèvement en Algérie, qui fait beaucoup réfléchir, et qui documentait, mais c'est le cas dans tous les consulats français en Algérie, mais là c'était au consulat d'Oran, la fin des demandes de visa. C'est-à-dire, depuis qu'il y a le soulèvement démocratique, les jeunes ne se précipitent plus dans les consulats pour partir. C'est-à-dire que le berceau, c'est aussi c'est l'espérance des peuples, c'est l'espérance démocratique. Qui est, parce que quand on dit se déplacer à cause du niveau de vie, mais c'est aussi se déplacer pour avoir un espoir, pour avoir un horizon, pour pouvoir se promener, pour pouvoir rigoler, pour pouvoir espérer, pour pouvoir inventer. Et là, il y a un phénomène, c'est des diplomates qui nous avaient alertés sur ça, qui ont dit, mais vous savez, il se passe qu'ils ne viennent plus demander les visas comme avant, parce qu'ils se disent, là, il se passe quelque chose dans mon pays, je dois y rester. Et du coup, en vous écoutant, je réfléchissais à ça, parce qu'on me dit la Méditerranée, mais il y a des poumons de la Méditerranée. L'Algérie est un pays d'une puissance économique et démographique très importante pour l'avenir. L'autre poumon démographique, c'est l'Égypte, et le troisième, c'est la Turquie. Il y a 3 pays là, et où ce qui se passe dans ces pays est décisif. Supposons que l'Algérie réussisse une très grande transition démocratique, c'est-à-dire une vraie émancipation après la confiscation de l'indépendance. Eh bien, c'est aujourd'hui c'est pratiquement le pays le plus puissant d'Afrique, potentiellement, dans sa puissance
de maîtrise, d'une certaine souveraineté économique encore maintenue, et d'un dynamisme démographique et une société assez formée, éduquée. Donc ça a des conséquences, parce que la frontière, c'est fait pour être passée. C'est ce que disait toujours Édouard Glissant. Il faut des frontières, oui, bien sûr, mais les frontières, elles sont faites pour être traversées. Y compris pour l'altérité, il faut des frontières. Le problème, bien sûr, il y a toi et moi, mais la question, c'est comment je traverse le toi, et comment je sors du moi pour aller vers le toi. La frontière, elle est aussi un lien. Elle n'est pas forcément... c'est la conception de la frontière qui dira ce que nous en faisons. Est-ce qu'on en fait des murs ou est-ce qu'on en fait des lieux de passage? Je suis trop bavard, c'est vous qu'on a envie d'écouter. Kénisé, à vous. Bon, moi, je suis, comme vous savez, journaliste et romancière. Donc, je vais vous parler, je vais vous raconter des petites histoires. Je n'ai pas du tout la capacité de faire des grands tableaux comme le professeur Bertrand l'a dit. Donc, je voulais vous dire d'abord quelques faits qui sont assez négatifs et pessimistes. Et ensuite, un certain espoir. Il y a une chose qui m'avait terriblement interpellée. J'étais le 11 septembre 2001, j'étais en Syrie. J'étais chez des amis, des gens de la bourgeoisie, quand on a appris l'attaque des tours. Et autour de moi, il y avait une dizaine de personnes. Tout le monde s'est mis à applaudir. Et j'étais un peu étonnée, et en même temps, j'ai compris. Ils ont applaudi et ils disaient, pour une fois, les Américains vivent et souffrent ce qu'ils nous font souffrir depuis des décennies. Donc, très profondément, on ne vit pas dans un monde simplement de gentillesse et de bonté. Il ne faut pas croire qu'en tendant la main à ces peuples et en voulant être bon et charitable, le mot charitable est bien sûr exécré, il ne faut pas croire qu'on va arranger les choses si facilement. Je crois que le fossé est énorme, de plus en plus important, et il y a sans doute des moyens de remédier, mais pour l'instant, il faut se rendre compte de la gravité de la situation. Je crois que une des choses, ce que reproche, alors dans tous les pays où je vais, tous les pays, que ce soit autour de la Méditerranée, l'Égypte, l'Iran, quand j'y allais, mais enfin l'Iran, je n'y vais plus pour cause, je ne peux plus y aller, je n'ai plus le droit d'y aller depuis que j'ai couvert la révolution là-bas et que ça n'a pas plu aux autorités. Mais disons donc en Afrique du Nord et aussi dans les pays comme la Turquie, bien sûr, et les pays comme le Pakistan, qui est un pays où je vais beaucoup, sur lequel j'ai beaucoup écrit, et l'Inde, il y a vraiment une rage contre l'Occident, plus dans les classes moyennes et un peu instruites que dans le peuple, où le peuple, de toute façon, est exploité par tout le monde, est exploité par ces classes moyennes, et donc c'est ça qu'il voit d'abord. Et puis aussi, il sait, parce qu'il y a toute une propagande, et il sait aussi, par exemple, le peuple pakistanais. Le Pakistan était la place forte des États-Unis, puisque l'Inde, à l'époque, était la place forte de l'Union soviétique. De même que la Turquie était aussi vraiment le pays attaché aux États-Unis. Ensuite, le pays attaché aux États-Unis, et beaucoup. Mais dans ces deux pays, les choses ont changé. Au Pakistan, les États-Unis sont voués aux hégémonies, on les déteste, parce que depuis le début de la guerre d'Afghanistan, les bombardements bombardent non seulement beaucoup de civils en Afghanistan, mais beaucoup de civils au Pakistan et en Turquie. Disons que les États-Unis sont considérés comme une puissance... c'est un peu ambivalent en Turquie, mais il y a aussi un rejet quand même des États-Unis maintenant. Donc, il y a, à cause de la façon dont... Quand on dit les États-Unis, on peut dire l'Occident en général. La Turquie, il y a un problème particulier, qui est bien évidemment la Turquie qui a essayé de se faire accepter en Europe.
Comme me disait un président turc il y a quelques années, qui était le président Abdullah Gül, il me posait des questions sur Hollande. Il me disait, on comprend très bien que l'Europe ne veuille pas de la Turquie, mais pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de nous insulter? Et ça, c'était Sarkozy qui insultait à tour de bras la Turquie et les Turcs. Donc, il y a ça, il y a ces espèces de... On a parlé beaucoup d'humiliation, l'humiliation permanente que ces peuples vivent de la part de l'Europe, de la part de l'Occident. Et ça, vous la trouvez partout, vous la trouvez en Turquie, vous la trouvez au Pakistan, vous la trouvez dans les pays arabes, bien évidemment. Et ça, cette humiliation, c'est peut-être encore plus grave. Et moi, je voudrais vous rappeler ce qui s'était passé pendant la guerre d'Irak à Abu Ghraib. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces prisonniers que les soldats américaines tenaient en laisse, obligés à lécher le sol, obligés à se masturber en groupe, obligés à toutes sortes de choses affreuses. Tout le monde arabe, à cause de la télévision, tout le monde arabe a vu ça. Et je peux vous dire que la haine, et là j'emploie le mot la haine, des jeunes arabes contre l'Amérique et contre l'Occident en général, c'est une chose qu'ils n'oublieront jamais, parce qu'ils peuvent accepter d'être tués dans des circonstances normales, ils peuvent même accepter la torture, quoique la torture soit aussi une humiliation, souvent, très souvent, la plupart du temps. Mais cette humiliation, le fait d'être humilié d'une telle façon, c'est une chose qui ne sera jamais oubliée. Donc je crois que cette situation n'est plus grave, je suis désolée de vous le dire, que ce qu'on a l'impression qu'on va être gentil, qu'on va tendre la main et que les choses vont s'arranger. D'ailleurs, quand on parle de... Bon, on sait très bien que Daesh, etc., sont nés à cause, ou directement à cause disons, par les États-Unis, qui ont quand même fait Ben Laden, ou moins directement par la révolte, justement, de tout ce qui se passait, la révolte des populations. Il est évident que ces mouvements, du genre de Daesh, mais jamais, au grand jamais, ne peuvent être arrêtés par les moyens militaires. On en écrase, on en tue 1000, il y en a 3000 qui ressortent. Parce que c'est tous ces mouvements et la psychologie qui les sous-tend et le fait que leur discours est entendu partout, et aussi, pas seulement dans le peuple, dans une certaine bourgeoisie qui est très révoltée. Leurs discours sont entendus partout, c'est évident, c'est dû à deux choses principales. C'est dû à donc, si vous voulez, une certaine pauvreté, et la pauvreté, il faut revoir les mécanismes, on en a parlé, il y a quand même tous ces pays qui ont été tellement exploités à l'époque du colonialisme, dont les structures ont été détruites, etc., etc. Donc il y a ça. Et puis, cette bourgeoisie dont parlait Bertrand Badi, les nouveaux dirigeants qui ont été mis en place par les sociétés occidentales, on a mis en place des dirigeants qui pouvaient continuer à aider, à protéger les intérêts de l'Occident, bien sûr. À propos d'intérêts de l'Occident, l'Afghanistan, je pense qu'on oublie toujours ça, cet Afghanistan où les Américains sont intervenus pour soi-disant protéger la démocratie, à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'ils n'interviennent pas en Arabie Saoudite, qui est le pire des pays? Mais cet Afghanistan, soi-disant, ils ne le savaient pas, mais l'Afghanistan est l'Arabie Saoudite de tous les métaux rares dont nous avons besoin dans nos sociétés pour tout ce qui est informatique et tout ça. C'est vraiment, il y a des richesses absolument hallucinantes de ces métaux rares. Les États-Unis le savaient bien évidemment parce que la Russie l'avait révélé dans un rapport dans les années 70. Donc, les États-Unis ne quitteront jamais l'Afghanistan, en tout cas, peut-être l'armée finira par quitter, mais il y aura toujours une présence, parce qu'ils ont dit, ça a été dit, on ne va pas laisser ces richesses dont nos sociétés ont un besoin absolu à ces sauvages. Donc, voilà, donc je voulais parler bien sûr de l'humiliation, la Palestine, parlons de la Palestine. J'étais très étonnée de voir combien les Palestiniens, quand j'allais dans les années... même encore dans les début des années 2000, enfin, ça a changé depuis 10 ans environ, peut-être. Combien les Palestiniens avaient quand même une espèce de patience et de tolérance vis-à-vis de tout ce qu'on leur faisait souffrir.
je ne trouvais pas de haine. Et je ne trouvais absolument pas disons, la religion n'était pas leur problème. D'abord, il y avait des Palestiniens chrétiens, il y a des Palestiniens musulmans, beaucoup athées, complètement athées. Donc, ce n'était pas la religion. Je n'ai jamais entendu parler de religion quand j'ai fait mon livre sur Israël et Palestine, jamais. J'entendais parler de nations, de pays, bien évidemment. Et donc, mais quand même, peu à peu, toutes les humiliations, j'étais frappée une fois, il y avait à l'intérieur de Gaza des barrières, tenues par les soldats israéliens, des barrages, pas des barrières, qui partageaient ce petit Gaza en plusieurs parties. Et ces barrages étaient fermés, on ne savait jamais quand, parfois 2 heures, parfois 4 heures, parfois 24 heures, étaient fermés, donc les voitures attendaient, les camions attendaient, les légumes pourrissaient, les ambulances attendaient, avec les femmes qui devaient accoucher, qui accouchaient dans des... Enfin, c'était l'horreur. Et je me souviens une fois avoir attendu aussi pendant très très longtemps, et les soldats israéliens étaient là, et riaient, etc. Et quand ils ont ouvert le barrage, bien sûr, toutes les voitures se sont précipitées à la fois. Et ça a fait un chaos, un encombrement total, plus personne ne pouvait bouger. Et les soldats israéliens, qui étaient sur le terre-plein au milieu, riaient et se moquaient des Palestiniens, ces animaux incapables d'avoir la rationalité de conduire de façon... alors que les Palestiniens avaient attendu 24 heures sous le soleil écrasant, etc. Donc cette espèce de mépris, ces humiliations, c'est des choses peut-être encore plus graves que le fait de... Je ne dirais pas plus grave que le fait de ne pas avoir suffisamment à manger, mais ce sont des choses qui ne sont pas oubliées. Et voilà, donc l'humiliation très importante. Ce qu'on reproche aussi beaucoup à l'Occident, c'est l'hypocrisie. L'Occident parle beaucoup de justice, parle beaucoup des droits humains, de ceci, de cela. Or, on vous dit là-bas, partout on vous dit, les droits humains et la justice à l'intérieur des pays occidentaux. Pour le reste, ça n'existe pas, je veux dire, absolument pas. Et donc, ils bafouent leurs propres principes constamment quand ils sont dans les pays qu'ils occupent ou dans des pays sur lesquels ils ont un certain pouvoir. Et même la bonté de l'occidental ressentie, ou la charité, est ressentie comme une insulte. Ce que veulent ces peuples, c'est la justice. Ce n'est pas la charité, c'est la justice. Et donc, je trouve que la situation n'est quand même pas extraordinaire. Mais je voulais dire aussi que quand même, ils se rendent très bien compte aussi qu'une grande partie, l'exploitation directe est faite par ces classes possédantes, par cette bourgeoisie qui est là et qui a un certain... Alors, ces bourgeoisies, c'est très intéressant, parce qu'il y a une bourgeoisie qui est quand même assez occidentalisée, toujours occidentalisée, mais assez proche et amie de l'Occident, et puis il y a celle qui est très occidentalisée, mais qui justement, revendiquant les valeurs de l'Occident qui ne sont pas appliquées chez eux, au contraire, qui sont combattues, est très en révolte. Et quand on parle effectivement du Sud exploité par le Nord, il faut dire que le Sud est aussi exploité par le Sud. Et les Palestiniens, dans les pays arabes, ne lèvent pas le petit doigt pour les aider. C'est les mouvements en Europe qui font des manifestations pour les Palestiniens, rien dans les pays arabes. Même si le peuple a une grande sensibilité vis-à-vis des Palestiniens, mais pour toutes sortes de raisons, tous ces pays sont des pays de dictature. Donc les manifestations sont en général interdites, sauf au moment des printemps arabes, et ça se termine souvent mal. Donc, disons qu'il y a, quand on voit ce qui se passe en Libye, la façon dont on traite les migrants, l'esclavage, la torture, etc., il faut dire que le racisme n'est pas une chose simplement du blanc contre le noir. Hein. Les Arabes sont d'un grand racisme vis-à-vis des Noirs et les traitent comme des esclaves, c'est depuis très longtemps. Donc ce sont des... alors la chose qui me paraît peut-être des portes de sortie,
c'est bien évidemment d'abord, avant, numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'information et l'éducation. Parce que l'information est complètement manipulée. Non seulement dans ces pays-là, elle est complètement manipulée ici. À part Mediapart et Le Canard enchaîné, je ne vois pas tellement où on peut trouver une information objective. Et l'information, on sait très bien que l'information a toujours servi à préparer la guerre, à préparer les conflits. On ne va pas envoyer un homme se battre contre son voisin si on ne le persuade pas que le voisin est néfaste, est dangereux, est un animal féroce qu'il faut exterminer, sinon il va vous faire du mal. Donc tout ça, c'est la propagande et l'information qui est extrêmement, et qui est partout dans nos sociétés. Ça ne va pas jusque... Enfin, ce n'est pas toujours pour faire des guerres, mais c'est pour en tout cas avoir des positions qui correspondent au choix de nos gouvernements ou au choix de classes dirigeantes. Donc, cette information, donc quand il y a une information indépendante, etc., encore faut-il qu'il y ait l'éducation, et ça dans tous les pays, surtout bien sûr dans les pays du Sud, où il y a une partie de la société extrêmement éduquée. Moi, je me souviens avoir eu des complexes terribles en arrivant dans ma famille au Pakistan. J'arrivais étudiante sorbonnarde sûre de moi, et en me disant « ces pauvres femmes qui restent chez elles, etc. etc. » Et j'ai eu la surprise et l'humiliation de ma vie de voir qu'elles en savaient, qu'elles possédaient très bien la double culture, c'est-à-dire la culture de leur pays, la culture musulmane et la culture pakistanaise ou indienne, et la culture européenne, et la littérature anglaise, etc., parfaitement, alors que moi, j'avais un bout de culture d'un côté seulement. Donc, d'ailleurs, pour parler des femmes musulmanes, je pense que ces pays seront... Et ce n'est pas un mot, parce que je ne suis pas spécialement féministe. Je n'ai pas eu besoin de l'aide parce que bon, j'ai toujours été très libre. Mais ces pays seront sauvés par les femmes. Pourquoi ? Seulement par les femmes. Parce que ce sont les femmes qui éduquent les enfants, les hommes. Et les hommes aujourd'hui sont éduqués jusqu'à maintenant comme des petits rois, des petits potentats, ce qu'ils continuent à être dans toutes ces sociétés. Et si les femmes changent un peu leur façon d'être et éduquent leurs fils d'une autre façon, les sociétés vont changer, ça c'est sûr. Donc c'est très très important. Donc l'éducation des femmes, l'éducation en général, est une chose absolument... Et c'est pour ça que dans tous ces gouvernements, la plupart de ces gouvernements, on ne veut pas d'éducation. En Turquie, par exemple, dans l'ouest de la Turquie, ça ressemble beaucoup à l'Europe, les gens sont extrêmement... Mais le centre et l'est... ça a été beaucoup moins développé, pour la bonne raison au départ qu'il n'y avait pas tellement d'argent, tout l'argent on l'a mis sur l'ouest, et puis à l'est, les gens sont plus pauvres, les gens c'est moins développé, et il n'y a pas eu de vraie réforme agraire. Donc il y a des grandes propriétés avec des grands féodaux, qui sont en général des grandes propriétés de Kurdes, parce que bon, les Turcs sont plus dans les villes et les Kurdes, les grands propriétaires kurdes, plus dans les campagnes. Les Kurdes, il faut faire une différence quand même. Il y a des Kurdes qui sont extrêmement religieux, extrêmement réactionnaires, disons le mot, féodaux, des vrais féodaux. Et il y a les Kurdes alévis qui sont au contraire des gens extrêmement progressistes. Mais je parle des féodaux actuellement, qui ont ces grandes propriétés sur lesquelles travaillent des centaines de gens. Le gouvernement a essayé a construit depuis 20 ans des écoles là-bas. Les écoles sont explosées, bombardées, enfin détruites, par des groupes indépendantistes kurdes qui veulent montrer que rien ne se fait pour les Kurdes. Mais avec le complet assentiment des grands féodaux qui ne veulent surtout pas que leurs gens qui travaillent chez eux pour rien aient une éducation qui leur permettrait ou d'aller travailler ailleurs ou de réclamer quelque chose d'autre que le minimum vital qu'ils ont. Donc, si vous voulez, je vous parlais de... Je ne sais plus pourquoi je parle de ça, mais enfin, voilà. Donc, en Turquie, maintenant, je vais un peu parler de la Turquie actuellement avec Erdogan. Donc, Erdogan, au départ, c'était, j'ai voté pour lui. La plupart des gens que je connais ont voté pour lui, parce que c'était quelqu'un
qui venait avec un programme d'aider vraiment les plus défavorisés. Il avait commencé à le faire quand il était maire à Istanbul, il avait fait beaucoup de choses très bien. Et donc on s'est dit, bon, il est musulman, bon, d'accord, mais c'est un islam, croyait-on, ouvert, et en tout cas, c'est quelqu'un qui fait des choses que la haute bourgeoisie ou les classes dirigeantes turques n'ont jamais faites. Et d'ailleurs, je le disais ensuite, quand mes amis se plaignent, je leur dis, c'est vous qui avez permis à Erdogan de venir, vous n'avez jamais rien fait pour le peuple turc, ou très très, très peu. Vous êtes toujours, la bourgeoisie turque est une bourgeoisie, comme beaucoup de bourgeoisies, surtout dans ces pays du Sud, qui est extrêmement gâtée, qui vit sur un pied extraordinaire, et la reste de la population vit très très mal. Donc, je leur dis, c'est de votre faute. Et donc, alors, en fait, Erdogan, au début, a été pas mal, jusqu'à ce que, peu à peu, quand il a réussi à se débarrasser de gens qui, autour de lui, le conseillaient et le calmaient, parce que ça a toujours été quelqu'un d'extrêmement vindicatif, extrêmement agressif, et très narcisse, très sûr qu'il connaît tout. Maintenant, il prétend dire aux femmes, vous n'avez pas le droit de faire de césarienne, c'est très mal, il faut que vous ayez 5 enfants au moins, enfin, etc. Il se mêle de tout dans la vie de la population. Donc, on sait ce qui se passe, ce qui s'est passé. Maintenant, nous sommes en pleine dictature. Le dernier semblant de démocratie, c'était les élections, parce qu'il avait, il n'y avait plus de justice du tout. Il avait renvoyé tout ce qui était avocats, juges et magistrats, il les avait démis de leurs fonctions. Il a démis de leurs fonctions des milliers et des milliers de maîtres d'école. Il y a 50 000 personnes en prison, mais ça, on les laisse en prison 3-4 mois souvent pour les terroriser, puis il y a une autre vague qui revient. Le nombre de journalistes, d'écrivains en prison, j'ai plein d'amis, pour rien du tout, pour rien, simplement parce que ils ont peut-être un peu critiqué, ou même sur Facebook critiqué, on met les gens en prison. Et bon, maintenant, alors ces élections, ce qui restait, donc c'était ces élections. Or, ils n'essayent même plus de garder les apparences, parce que les élections donc de maire, c'était un bulletin en quatre morceaux, l'un pour le maire et 3 autres morceaux pour différents gens de l'administration, différentes. Voilà. Alors, les 3 morceaux où son parti a gagné, il dit c'est très bien. Mais le 4e, qui est dans la même enveloppe, dans les mêmes conditions, il dit non, c'était fait dans des conditions inacceptables, c'est tout à fait. Etc. Donc c'est absolument ahurissant, il n'essaye même pas de gagner. Donc ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est que les gens là-bas sont tellement. Ils n'osaient pas parler, on n'osait plus parler au téléphone en Turquie. Les gens avaient très peur. Moi, quand il m'arrivait de parler au téléphone et de dire quelque chose, j'avais un silence au bout de la ligne, les gens avaient très peur, donc j'ai fini très vite par me taire. Mais maintenant, les gens recommencent à parler. Et les gens sont fous de rage, ils recommencent à parler dans la rue, à insulter le parti d'Erdogan, à insulter Erdogan. Et donc la peur est les gens sont en train de se débarrasser de cette peur qui les paralysait complètement. Et ça, c'est le début de quelque chose. Et je pense que Erdogan est en train quand même il est sur une pente glissante. Et alors, ce que vous disent les Turcs, et surtout les intellectuels, ils vous disent c'est quand même honteux, l'Europe, vous continuez à lui mettre le tapis rouge, à dire bravo à ce qu'il, en tout cas, à peine critiqué, et à continuer à le recevoir, etc., au lieu de... Mais bien évidemment, il agite la menace des 3 millions de réfugiés à lâcher sur l'Europe. Donc, effectivement, donc voilà. Je pense que, d'une part, pour la Turquie, je suis relativement optimiste, et d'autre part, sur le reste des pays du Sud, je pense qu'effectivement, ça viendra sans doute par les femmes dans les pays musulmans, et ça viendra de toute façon, ça ne peut venir que par l'éducation, et une information qui ne soit pas complètement tronquée constamment,
Parce que comment est-ce que les gens peuvent faire des choix ou se révolter quand ils sont totalement abusés par une information tronquée? Il y a deux solutions. Moi, j'ai des petites interpellations possibles, mais peut-être qu'il y a déjà des réactions dans la salle, ou je continue de mon côté, c'est comme vous voulez. Bon. Non, je disais, soit il y a des questions dans la salle, soit moi j'ai peut-être une possible interpellation. Parce qu'en écoutant, non, je voulais faire réagir Bertrand Badi, parce que Bertrand Badi a fait un livre très stimulant sur, au fond, la faiblesse de la puissance, hein, l'impuissance de la puissance. Et en écoutant le début de Kenny Zemourad, qui décrit ce qu'on sait en effet, hein, y compris ça a même joué sur le financement d'Al-Qaïda dans certains milieux, hein, c'est-à-dire ce côté, comment on a une puissance qui en fait crée ses ennemis. Elle les soutient et elle les crée. En effet, le Pakistan a totalement été dans le jeu politique américain, les Saoudiens aussi, etc. Et en fait, tout en créant ces pouvoirs, en les soutenant, en les finançant, en les défendant contre leur propre peuple, en fermant les yeux sur leur brutalité vis-à-vis de leur propre peuple, en même temps, cette puissance américaine et ses alliés qu'elle entraîne derrière fabriquent leurs propres ennemis, Et donc c'est cette image de la faiblesse de la puissance. Je pense à ça presque en résonance, puisque au fond, on dit, il y a au château Mercier une carte formidable qui est inverse, hein, puisqu'elle est ouest-est, c'est-à-dire au lieu de voir la Méditerranée comme ça, vous la mettez comme ça et vous avez une autre vision des choses. L'ouest est au nord, là où on le voit normalement, et l'est est au sud, à l'entrée du château. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, et je sais que vous avez eu une belle conférence sur Marco Polo, l'Occident dont nous parlons depuis le début n'est pas une réalité géographique, c'est une invention politique. C'est une invention politique, dont le point de départ, c'est le saut dans le début de notre globalisation. Alors, on parle de Colomb, mais c'est les Portugais qui ensuite ont fait tout l'essentiel. Mais c'est quand Colomb décide, au fond, et c'est intéressant, d'aller chercher l'Orient par l'Ouest, et du coup de projeter l'Europe, notre continent, sur le monde. C'est là que ça commence. Hein, et la projection et l'invention politique de l'Occident, c'est la projection de l'Europe sur le monde. Hein. Je veux dire, quand on va même... c'est des choses même qui est présent dans toutes nos sociétés. J'étais... j'ai pas mal donné de cours à Neuchâtel, et à Neuchâtel, vous avez l'hôtel du Pérou, hein, ce monsieur Pérou, du Pérou, qui a été l'exécuteur testamentaire de Rousseau, grand ami de Rousseau, et c'est lui qui a publié les œuvres de Rousseau, etc. Bon. Mais le du Pérou, il avait une très grande fortune, où il est né au Suriname, et sa grande fortune, c'était des très grandes propriétés où il y avait des esclaves au Suriname. 5 grandes propriétés. Alors les légendes disent que quand il est mort, comme il est mort sans héritier, en même temps qu'il a donné les manuscrits à Neuchâtel et son superbe hôtel à l'hôtel du Pérou à la ville de Neuchâtel, il a donné des choses à ses esclaves. Mais donc, tout en aimant Rousseau et l'homme du contrat social, la fortune, notre fortune, nous, Européens, a été faite par cette façon de se projeter sur le monde. Et je dis ça parce que souvent, quand j'avais fait un grand reportage autour du 5e centenaire de la découverte, entre guillemets, de la so-called découverte des Amériques, et j'avais filé cette métaphore qu'en fait, Colomb, en allant chercher l'Orient par l'Ouest, commençait à désorienter le monde. Désorienter, en tournant le dos à notre Orient. En tournant le dos à l'Orient, inventait l'Occident comme réalité politique, comme réalité de domination, comme réalité culturelle s'imposant aux autres cultures et sans leur demander si elles étaient preneuses ou pas. Et donc,
du coup, l'enfant de tout cela, sur une très longue durée, parce qu'aujourd'hui, mais il suffit de repenser au final des damnés de la Terre de Frantz Fanon, qui est une sorte de renvoi à l'Europe en disant que l'Europe a trahi sa propre promesse, c'est-à-dire les droits humains, c'est-à-dire... voilà, et qu'en se projetant sur le monde, elle oublie là où elle va, hein, et vous avez eu totalement raison de rappeler le séisme d'Abu Ghraib, hein, séisme évidemment tout d'un coup, y compris le peuple américain, mais hélas il n'en a pas tiré toutes les leçons, voyait que cette projection au nom des valeurs, hein, au nom d'une guerre juste, en fait était la projection d'une ignominie, et qui produisait, Marc Ferraud, c'est un historien, a fait un petit livre là-dessus, sur le ressentiment comme moteur de l'histoire. Le ressentiment comme moteur de l'histoire. C'est-à-dire, si vous humiliez, eh bien, les peuples se vengent. Hein, et ils se vengent pas forcément de belle façon, hein, pas forcément de belle façon, et parfois de terrible façon. Et donc, pour répondre à la question, si on ne veut pas que ça continue à être... si on veut plutôt que ce soit le berceau, il faut arrêter nous-mêmes d'en faire le tombeau. Et donc, il faut et là... Vraiment, la question, et c'est terrible parce que depuis la séquence de 2001, aucune de ces leçons-là n'a été tirée, alors que la réflexion a eu lieu, hein, par rapport à la critique de la politique de la peur, par rapport à cette hubris de puissance. Il faut désapprendre la puissance. Il faut arrêter de raisonner en termes de puissance. Il faut, et là... On parlait des Caraïbes, l'univers d'Édouard Glissant, de Patrick Chamoiseau, de tout ça est un univers qui nous apprend cela, hein, comment apprendre à vivre en relation qui suppose de sortir d'une logique de puissance. Et sortir d'une logique de puissance, c'est de l'écologie politique, c'est la puissance de la domination, mais la puissance de la domination sur la nature, et en fait l'hubris de notre espèce. Hein, de croire qu'on est au-dessus, hein, et du coup on est au-dessus d'autres peuples, dans ces peuples on est au-dessus d'autres classes sociales, on est au-dessus d'autres religions, on est au-dessus du vivant du monde. Et donc c'est beaucoup plus facile à exprimer qu'à faire, mais il faut désapprendre la puissance et apprendre... Voilà. Et donc je voulais passer la balle un petit peu à Bertrand Badi qui a très tôt souligné l'impuissance de la puissance. Ces puissances ont l'air très fortes, elles dominent économiquement, elles dominent militairement et tout, et en même temps elles sont très faibles. Oui, moi je ne peux qu'abonder dans votre sens. C'est un phénomène, je dirais, en 3 temps. Le premier temps qui a été occulté, parce qu'il n'y a jamais eu vraiment de débat, ça a été l'échec de la puissance partout. Les États-Unis n'ont pas gagné une guerre depuis 1945, si on accepte bien entendu les coalitions multilatérales, style l'opération Tempête du désert ou d'autres. Sachant que 1945, ne jamais oublier, il la gagne parce qu'il y a le sacrifice russe de l'autre côté. Bien sûr. Oui, absolument. Et c'est 20 millions de morts de l'autre côté. Bien sûr. Stalingrad, hein, qui bloque une partie des troupes allemandes de l'autre côté. Non, oui, je dis ça. Mais là, je serais prudent. Vous avez tout à fait raison. C'est ce qu'on appelle la puissance partagée qui va donner naissance à l'hégémonie partagée. D'ailleurs, on l'oublie toujours. Mais il y avait une double vertu de la puissance en 1945. Elle a défait le monstre nazi et donc elle a fait aussi du bien. C'est-à-dire 1945, ça a été l'articulation du jugement de fait et du jugement moral. Non seulement la puissance est efficace, mais elle est bonne. Elle nous a délivré du mal. Hein. Or, cette histoire-là, elle va s'interrompre en 1945, elle ne va jamais repartir. Et cette succession impressionnante de défaites, dont nous, Français, avons été aussi les expérimentateurs, je pense à Dien Bien Phu, à l'Algérie et à beaucoup d'autres choses, c'est un formidable renversement du monde qui a été occulté, qui a été complètement occulté. Il y a un deuxième temps qui est la découverte des vertus de la faiblesse. Et ça, c'est une très belle histoire, parce que les vertus de la faiblesse, elles se sont imposées de manière extrêmement discrète. D'abord parce que les
politiste américain appelait d'un mot ridicule le soft balancing. C'est extraordinaire. Quand on le dit en anglais, ça fait tout de suite scientifique, mais en fait, ce concept est tout à fait creux. Le soft balancing, qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis faible, il est fort, je n'ai pas le moyen d'opposer sa force à la sienne, donc je vais manipuler mes faiblesses de manière à pouvoir, sinon vaincre le fort, du moins lui faire mal. Et ça, c'est le début d'une seconde histoire. C'est-à-dire ce que les théoriciens occidentaux ont traduit par nuisance. C'est-à-dire, je ne peux pas gagner, mais je peux l'emmerder. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais réussir à très fortement aggraver les coûts de la puissance pour le puissant. C'est-à-dire, la puissance, qui n'était pas gratuite autrefois, mais qui était une bonne opération, c'est pour ça d'ailleurs que les guerres se succédaient de manière allègre, est devenu quelque chose d'extrêmement coûteux. N'oubliez pas que le coût de la guerre d'Irak, 2003, on l'évalue entre 600 milliards de dollars et 1000 milliards de dollars, quelque part entre les deux. En gros, presque tous les avoirs chinois ont du trésor américain. On dit c'est la Chine qui a financé la guerre en Irak. Bon, il ne faut quand même pas exagérer. Mais il faut voir que la puissance en très peu de temps est devenue extraordinairement coûteuse. Et du coup, la faiblesse s'est installée. Elle s'est installée non seulement en élevant le coût de la puissance, en empêchant le puissant de gagner. Il n'y a plus de victoire militaire, ça n'existe plus, victoire militaire. Vous avez déjà rencontré une victoire militaire récemment ? Ça n'existe plus. Bon, et à cela s'ajoute quelque chose qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'on s'aperçoit soudain que c'est la faiblesse qui rythme l'histoire contemporaine. C'est la faiblesse qui fait l'agenda international. C'est la faiblesse qui décide des guerres. On en parlait hier pour celles et ceux qui étaient présents. Et du coup, la question que je pose souvent aux étudiants en amphi, à votre avis, qui a le plus pesé dans l'histoire du début du XXIe siècle ? George W. Bush ou Osama Ben Laden ? La réponse ne fait absolument aucun doute, et pourtant, la somme de puissance qu'il y a derrière Bush est considérablement plus forte que derrière Ben Laden. Ça ne veut pas dire approbation de Ben Laden, hein, je le dis, parce que quelquefois, sur les réseaux sociaux, je retrouve une espèce de salaud, de mondialiste circoncis. Il a, encore une fois, soutenu Ben Laden. Bon, non, c'est pas du tout ça. Et alors, le troisième élément, maintenant, c'est quelque chose sur lequel il faudrait travailler, qui est que, évidemment, on occulte ce phénomène de chute de puissance, parce que ça fait du mal par où ça passe, n'est-ce pas ? Mais on essaye, conscient que la puissance n'apporte plus rien, de remplacer le statut, la puissance par le statut. C'est-à-dire que maintenant, la vraie compétition internationale, c'est plus pour la puissance, c'est pour le statut. C'est pour continuer à jouer en première division. Et c'est pour faire en sorte que surtout les émergents ne montent pas. Faire en sorte que, effectivement, les parvenus, les nouveaux riches, les gens qui ne savent pas se tenir à table, ne viennent pas dans le cercle restreint des oligarques, des puissances oligarchiques. Donc, ce n'est plus une question de puissance, c'est une question de statut. Et le Trump tweeting, qui va devenir un objet d'histoire tout à fait extraordinaire, c'est ça. C'est-à-dire, America first, on est les plus forts. Il ne s'agit pas de le prouver parce qu'on ne peut pas le prouver empiriquement, mais il s'agit de le dire et de l'afficher. Et ça, c'est un colossal tournant dans l'histoire. Pourquoi croyez-vous que les présidents de la Ve République, et notamment les 4 derniers, se soient empressés à ce point à développer des interventions militaires un peu partout dans le monde ? C'est tout simplement pour que face à l'Allemagne plus puissante économiquement, on montre qu'on a du statut. Nous, Madame Merkel, on intervient partout dans le monde. Nous, on est en Afghanistan, on est en Syrie, on est en Irak, on est en Libye, on est au Burkina Faso, on est au Mali, on est au Niger. Voilà. Et ça, c'est la nouvelle structuration du jeu international, qui est la structuration du statut. Alors on ne sort pas, vous avez tout à fait raison, du sujet, parce que je pense que la Méditerranée peut être regardée à travers ce prisme de la course au statut. Et quand
ce génial président de la République française, M. Sarkozy, avait inventé l'union de la Méditerranée. Qu'est-ce que c'est que l'union de la Méditerranée? C'est rien du tout, sauf montrer que la France tient le fanion de l'union de la Méditerranée. Ça a été la seule fonction, plus nommer des ambassadeurs pour la Méditerranée. D'ailleurs, si vous regardez bien, c'est ceux qu'on veut punir quand on envoie ambassadeurs pour la Méditerranée, c'est un mauvais signe. Bon. Donc, on n'est plus dans la logique de la matérialité. Vous vouliez... Je vois que vous avez un petit texte à nous lire, non? Non, c'est un texte qui se rapporte, mais de toute façon, voilà, c'est que en fait, j'avais cité William Dalrymple, qui est un écrivain anglais qui a écrit sur l'Inde du temps de la mutinerie, ce que les Anglais appellent la Grande Mutinerie, qui est en fait la première guerre d'indépendance de l'Inde contre les Anglais. Et il avait écrit ceci. Et quand j'écris mon livre, qui s'appelle Dans la ville dorée d'argent, à propos de cette femme musulmane qui prend les armes contre les Anglais et mène la guerre pendant 2 ans, en 1857, avec d'autres leaders contre les Anglais, lui avait écrit sur la même époque, et il dit ceci: « Les leçons de l'insurrection de 1857 sont très claires. Personne n'aime qu'un autre peuple vienne conquérir son territoire, le priver de sa terre ou le forcer à adopter des idées meilleures sous la menace des armes. Les Britanniques découvrirent en 1857 ce que les États-Unis sont en train d'apprendre. » C'était au moment de la guerre de... Rien ne peut plus radicaliser un peuple ou ébranler autant l'islam modéré qu'une intrusion agressive. Donc ça, c'est vrai qu'un islam, Bertrand Radi en parlait, un islam qui a été la Nahda en Égypte, qui était un islam moderne, enfin qui était tout un mouvement de modernité de la culture, de l'islam, et qui était extrêmement intéressant, a été interrompu par l'arrivée, par les Anglais, qui ont complètement rançonné le pays, et donc tous les gens qui étaient pour adopter une modernité qui ressemblait, à la modernité occidentale, ont été qualifiés de traîtres, ont été qualifiés et donc la Nahda s'est interrompue à la suite de l'agression des Anglais, là, notamment c'était les Anglais. En fait, un jour il faudra refaire notre histoire en se disant que la grande catastrophe sur la longue durée aura été ce qu'on appelle le colonialisme. Voilà. Et la décolonisation, la deuxième catastrophe. Oui, mais quand je dis l'une produit l'autre, c'est-à-dire le colonialisme comme faute morale initiale et qui a engendré l'ensemble de ses conséquences, qui est quand même une réalité sur une très, très longue durée. En écho à ce que vous disiez sur 1945, même en 1945, par rapport à la puissance vertueuse, mais ça vous le savez aussi bien que moi, n'oubliez pas, et c'est Albert Camus qui restera de ce point de vue comme le journaliste lucide à ce moment-là, et qui l'écrit entre Hiroshima et Nagasaki. Notre civilisation technologique a atteint son dernier niveau de barbarie. Parce qu'en même temps qu'il y a la victoire contre le mal, l'ultime victoire contre le mal se fait avec l'usage premier de l'arme de destruction massive. On rase de villes. On rase de villes. Alors c'est très bien de se dire la capitulation du Japon est obtenue, c'est la fin définitive de la Deuxième Guerre mondiale et des puissances de l'Axe. Mais ça se fait par cet acte-là. Et cet acte-là crée, au nom du bien qu'il crée, une forme d'aveuglement. Le journal où j'ai travaillé 25 ans surtitre l'événement « Une révolution scientifique ». Mais à ce propos... Et c'est Camus est le seul à dire, moi je suis pour, il était résistant Camus, mais il dit, attention, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? L'hubris de la technologie, et donc les armes de destruction massive, c'est-à-dire... Et comme toujours, ça continue, puisqu'on parlait, je termine juste, le nucléaire, la course, vous avez vu cette organisation qui a eu le prix Nobel, celle qui propose la fin des armes nucléaires. Parce que la logique de puissance fait que, évidemment, que le nucléaire ne peut pas appartenir à une seule puissance. Et du coup, toutes les puissances s'y mettent. Et du coup,
voilà, on est au cœur aussi d'une question lourde. Voilà. À propos du Japon, moi j'avais entendu des historiens dire qu'en fait le Japon et l'empereur avaient décidé de capituler et que les bombes ont été envoyées de toute façon après, pour des raisons peut-être d'expérimentation des bombes, des raisons de faire peur, d'affirmer la puissance, parce que la décision de capitulation avait été prise. Oui, mais ce qui est formidable, c'est la capacité qu'ont eu les États-Unis, aidés en cela par la guerre froide, de complètement occulter le crime atomique sur le Japon. C'est-à-dire, même lorsque vous en parlez aux Japonais, ils ne considèrent pas qu'ils ont été victimes des États-Unis, même s'ils savent montrer l'horreur qui a dérivé des 2 bombardements. Ça, c'est quand même un acte... Vous parlez d'or. Vraiment, au musée à Hiroshima, c'est un musée de la plainte, c'est un musée de la souffrance, c'est un musée du martyr, c'est un musée de la victime. Mais il n'y a rien sur à la fois le contexte japonais, évidemment, aussi, et le contexte... Pardon, je vous ai interrompu. Non, mais c'est ça. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Bref, nous ne sommes pas très positifs ni optimistes sur la fin de ces rencontres Orient-Occident, donc peut-être que quelqu'un dans la salle peut nous ramener à l'espoir. Bon...